1. Donc, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Salwa Philibert, je suis directrice territoriale handicap de la région Centre-Val de Loire, donc pour le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés. Je vais vous présenter aujourd'hui un support pour vous indiquer comment intégrer la fonction publique et faire évoluer votre carrière en tant que personne en situation de handicap. Si vous avez des questions, c'est possible via le chat. Je vous propose de dérouler ma présentation et à l'issue de la présentation, on prendra les questions au fur et à mesure. Donc, quel est le cadre juridique d'intervention du FIPHFP? Donc, le FIPHFP étant le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Donc, il faut savoir qu'avant 1975, il n'existait pas grand-chose. Les personnes en situation de handicap étaient plutôt exclues de notre société. On avait tendance à les cacher. Il faut attendre 1975 pour que l'État fasse du handicap une priorité nationale. Pourquoi cette démarche? Tout simplement parce que nous avons eu la Première et la Seconde Guerre mondiale et l'État s'est rendu compte qu'il était capable de fabriquer lui-même des personnes en situation de handicap et qu'il était quelque part obligé de les prendre en charge. Entre 1975 et 1987, rien ne se passe, rien ne bouge. En 1987, on a la vraie première loi sur le handicap qui impose les 6% de travailleurs handicapés, donc ce qu'on entend souvent, que les entreprises, les fonctions publiques doivent avoir 6% de travailleurs handicapés dès lors qu'ils aient 20% de 20 personnels, pardon. Il crée aussi l'AGFIP. Donc l'AGFIP, c'est le pendant du FIPHFP pour le secteur privé. Et dès lors qu'une entreprise privée n'a pas 6% de travailleurs handicapés, elle va devoir payer une contribution à l'AGFIP. Il faudra attendre 2005 pour que la fonction publique soit concernée par ces 6%. À partir de 2005, on va parler vraiment d'une compensation. On ne sera plus dans un phénomène de réparation du handicap, mais vraiment de compensation. L'objectif étant de permettre à des personnes en situation de handicap de travailler comme des personnes dites valides. Donc on va compenser et on va mettre ces personnes à même niveau que je peux l'être moi dans le cadre de mes fonctions par exemple. Cette loi va aussi créer les MDPH, donc les maisons départementales des personnes handicapées, et elle va créer le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés. Alors, le FIPHFP, il fonctionne de la même manière que la GFIP. Dès lors qu'un employeur public a plus de 20 travailleurs au sein de sa collectivité, il va être soumis aux 6% à une obligation d'avoir 6% de travailleurs en situation de handicap. S'ils n'ont pas ces 6%, ils paieront une contribution. Ces contributions sont versées au FIPHFP et comme dans le secteur privé, elles permettent à la GFIP et au FIP d'accompagner, d'intégrer, de maintenir l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, qu'est-ce que le handicap? Avant 2005, il faut savoir que la notion de handicap n'était pas définie. On n'en avait pas senti l'obligation et le législateur a apporté une définition qu'en 2005. On pourrait définir le handicap comme tel, donc constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction à la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. C'est la première fois que le législateur va définir le handicap. On peut voir qu'il a fait le choix d'apporter une définition assez claire, assez développée. Il a fait le choix aussi d'énumérer les différents troubles qu'on peut trouver. Et il faut savoir que même si on venait à se rendre compte qu'un trouble n'apparaissait pas dans cette loi-là, ça ne pose pas de souci puisque la MDPH, qui est l'organisme qui va définir si oui ou non vous êtes détenteur ou en tout cas si vous êtes tributaire malheureusement d'un handicap, elle va s'appuyer sur cette loi-là, mais elle a la possibilité effectivement d'interpréter la loi et de l'élargir. Quels en sont les bénéficiaires? Alors aujourd'hui, on va reconnaître une personne en situation de handicap à travers plusieurs types de documents. Les titulaires d'une RQTH, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les titulaires de l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, les titulaires d'une carte d'invalidité accordée par la MDPH, les titulaires
d'une allocation temporaire d'invalidité suite à un accident de service ou une maladie professionnelle dans le secteur public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui aura eu un accident dans le cadre de ses fonctions ou contracté une maladie dans le cadre de ses fonctions, il peut, si son état est fortement altéré, percevoir une allocation temporaire d'invalidité. Ce document-là se substitue à la RQTH et il pourra l'utiliser comme document prouvant qu'il est ce qu'on appelle un bénéficiaire de l'obligation. C'est le même cas pour les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou maladie professionnelle attribuée par la sécurité sociale. Donc là, on parle des personnes qui ont travaillé dans le secteur privé, mais qui ont contracté une maladie ou qui ont eu un accident professionnel. Les agents reclassés statutairement. Donc, quand on parle d'agents reclassés statutairement, on parle bien de la notion juridique du reclassement. Je ne parle pas d'un agent qui, pour des raisons de santé, ne peut plus exercer ses fonctions à l'accueil, par exemple, et qu'on va mettre à la comptabilité. Là, si on n'a pas fait un reclassement, si on n'a pas pris un arrêté, si la collectivité n'a pas consulté la commission de réforme ou la commission médicale et qu'elle a fait le choix de le déplacer de poste pour lui permettre de travailler dans de meilleures conditions, on n'est pas dans un reclassement statutaire. Là, le reclassement statutaire s'appuie sur des documents légaux, notamment de reclassement. Et enfin, les titulaires d'emplois réservés. Alors, ce qu'on appelle les titulaires d'emplois réservés, ce sont les anciens militaires, ce sont les pensionnés de guerre, les sapeurs-pompiers et ainsi de suite, qui ont servi pour la nation. Et au titre de ce service rendu, on leur réserve un certain nombre d'emplois réservés parce qu'ils ont pu être blessés ou en tout cas subir des altérations mentales dans le cadre de leur fonction. Alors, la fonction publique, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait le choix de vous expliquer aussi ce qu'était la fonction publique parce que c'est pas forcément toujours très clair. Donc pour certains ça peut être limpide, mais pour d'autres ça peut être quelque chose d'assez flou. Donc il faut savoir qu'en France, la fonction publique est composée de 3 versants: la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. La fonction publique d'État, elle compte 2,47 millions d'agents aujourd'hui, employés par les services civils et militaires. On peut citer à titre d'exemple les employés de ministères, les employés d'éducation nationale, des universités, les employés des préfectures. Tous ces gens-là, on parle d'agents de la fonction publique d'État. Les agents de la fonction publique territoriale, il faut savoir que la fonction publique territoriale, elle a été créée en 1984, suite aux lois de décentralisation de 83. Elle regroupe aujourd'hui 1,98 million d'agents. Et ce sont les personnes qui travaillent au sein des conseils régionaux, au sein des communes, au sein des conseils départementaux, au sein de PCI, et ainsi de suite. Et enfin, on a la fonction publique hospitalière, donc qui regroupe, elle, 1,18 million d'agents. Et là, ce sont les personnels qui travaillent au sein des hôpitaux, des maisons de retraite et de tous les établissements médico-sociaux. Au total, la fonction publique regroupe 5,65 millions d'agents sous statut divers. Il faut savoir que sur ces 5,65 millions, 70% sont des fonctionnaires et 30% sont des agents contractuels. Donc les agents de la fonction publique sont employés au sein de différentes catégories d'emplois qu'on le retrouve dans chaque versant de la fonction publique. Ça veut dire que vous soyez dans l'hospitalière, dans la territoriale ou dans la fonction publique d'État, vous aurez toujours la catégorie A, la catégorie B et la catégorie C. La catégorie A correspond au poste d'emploi de niveau Bac+3 à Bac+5. Ça veut dire que pour pouvoir exercer des fonctions dans cette catégorie-là, ou pour pouvoir prétendre au concours de cette catégorie, il faut à minima que vous soyez titulaire d'une licence. Donc on peut parler à titre d'exemple des inspecteurs d'impôts, des professeurs certifiés, des attachés d'administration, etc. La catégorie B, elle correspond aux emplois d'un niveau inférieur, qui sont des emplois de niveau bac, à l'exception de certains métiers comme infirmière, notamment, où là il faut avoir un bac+2. Mais sinon, ce sont des métiers de type de niveau bac. Pour passer ce concours, vous devez être détenteur du bac ou d'un diplôme équivalent. Il s'agit de métiers comme rédacteur au sein de collectivités, greffier, contrôleur des impôts et infirmière par exemple, mais avec un bac+2. Et enfin, nous avons les emplois de niveau de catégorie C.
donc qui eux correspondent à un diplôme de niveau BEP ou CAP ou brevet des collèges. Et là, on va retrouver des agents techniques, les auxiliaires de puériculture et ainsi de suite. Comment intégrer la fonction publique? Alors, la fonction publique est le premier employeur en France. Donc chaque année, plusieurs dizaines de milliers de postes sont offerts pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires. Ça, je tenais quand même à le préciser parce qu'on a tendance à l'oublier. En France, ça reste le premier employeur public. Pour postuler, il faut évidemment remplir des conditions d'accès à la fonction publique, donc posséder la nationalité française ou être membre la nationalité d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen, jouir de vos droits civiques, ne pas avoir de casier judiciaire portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, donc c'est ce qu'on appelle le bulletin numéro 2, se trouver en position régulière à regard du Code de service national, donc aujourd'hui c'est pour les plus jeunes d'entre nous, c'est d'avoir eu leur journée, leurs 3 jours pour la JAPD, ou pour les anciens, avoir accompli leur service national, et remplir des conditions d'aptitude physique exigées par les fonctions. Toutes les fonctions n'exigent pas des aptitudes physiques spécifiques, mais on peut prendre l'exemple de policiers ou de militaires, où là, vous allez avoir des conditions d'aptitude physique et de santé pour pouvoir exercer ces fonctions. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du concours. Pourquoi? Parce que le concours, c'est la voie d'accès de droit commun. Ce qu'on appelle la voie d'accès de droit commun, ça veut dire que c'est la voie d'accès classique, c'est la voie normale pour devenir fonctionnaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour être fonctionnaire, il faut avoir passé un concours. Le concours, il présente plusieurs avantages. Il présente l'avantage de garantir l'égalité des chances. Il est anonyme. Toutes les personnes peuvent le passer à la condition de remplir les conditions qu'on a vues précédemment et remplir aussi les conditions de diplôme en fonction du niveau de concours passé. Il faut savoir que certains concours donnent directement accès à un emploi et à un grade, et d'autres concours donnent accès à une école de la fonction publique, que ce soit l'école des impôts par exemple, les IRA, l'Institut régional de l'administration, ou encore l'ENM, l'Institut national des magistrats. Il n'y a pas eu de limite d'âge. Avant, il y avait des limites d'âge pour passer les concours. Aujourd'hui, elles n'existent plus. La commission, le droit européen l'interdit. On ne peut plus discriminer. Aujourd'hui, vous pouvez passer un concours que vous ayez 25 ans, que vous en ayez 50. Pour les emplois de catégorie C, il y a une procédure de recrutement directe sans concours parce que aujourd'hui, les concours sont onéreux, ils sont coûteux temps et en argent, et on a décidé que pour les catégories C, la loi de 87 prévoit un allègement et on peut recruter sans concours. Alors l'inscription au concours s'effectue toujours auprès de l'administration organisatrice. C'est rare que ce soit des concours mutualisés. Il en existe quelques-uns, notamment des concours de catégorie B qui sont mutualisés entre certains ministères. Mais la plupart du temps, chaque administration organise son concours et publie son concours. Donc le candidat en situation de handicap pourra déposer une demande d'aménagement de poste. On peut penser à du temps majoré, un temps de repos, une salle équipée d'équipements spécifiques et adaptés à sa situation de handicap, une assistance si c'est nécessaire, et ainsi de suite. Donc dans la fonction publique territoriale, j'attire votre attention sur cet aspect-là. La réussite d'un concours ne vaut pas recrutement, contrairement à la fonction publique d'État et à la fonction publique hospitalière. Le lauréat est Le lauréat est inscrit sur une liste d'aptitudes qui lui donne la possibilité de postuler sur des emplois proposés par les collectivités. En fait, le concours, lorsqu'il le passe et qu'il le réussisse, ce concours vient attester d'une compétence, d'une aptitude à exercer des fonctions. Et après, la personne va postuler auprès des mairies, des conseils départementaux, comme si on était dans le privé. Elle va envoyer une lettre de motivation, un CV et passer des entretiens. La voie contractuelle, et là on est plus déjà sur une voie dérogatoire et qui est surtout ouverte aux personnes en situation de handicap. Il faut savoir que les personnes en situation de handicap, on a mis dans les lois de 84 et les lois du 11 janvier 84 et du 26 janvier 84 2 articles spécifiques. Donc l'article 27 pour la fonction publique d'État et pour la fonction publique hospitalière, et l'article 38 pour la fonction publique territoriale, qui permettent à des personnes en situation de handicap de postuler sur des offres d'emploi et d'être recrutées dans un premier temps
en contrat à durée déterminée. Ce contrat à durée déterminée est renouvelable une fois, et à l'issue de ce renouvellement, si vous remplissez les conditions et que votre période de titularisation s'est parfaitement bien passée, vous êtes titularisé, vous êtes ce qu'on appelle fonctionnarisé. Vous avez exactement le même statut qu'un fonctionnaire, vous êtes comme moi qui ai passé le concours, sauf que vous n'avez pas passé le concours, et c'est spécifique aux personnes en situation de handicap, et cela concerne les catégories A, B ou C. N'hésitez pas à vous renseigner s'il y a des offres d'emploi qui vous intéressent au sein de la fonction publique. N'hésitez pas à parler de ces articles 27 et 38 qui sont connus, mais qui restent malheureusement encore un peu méconnus dans certaines collectivités. J'attire votre attention sur le fait que cette voie ne dispense en aucun cas d'avoir les compétences nécessaires au poste. Je précise, on ne recrute pas un handicap, on recrute une compétence. Par contre, si la personne en situation de handicap a les compétences nécessaires, et ben via ces articles, elle va pouvoir être dispensée du concours et intégrer la fonction publique. Le recrutement direct, donc dans certains cas, une personne handicapée peut être recrutée sans concours et devenir fonctionnaire. C'est le cas pour les catégories C, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la loi du 2 février 2007 permet le recrutement sans concours pour les emplois impliquant des fonctions d'exécution essentiellement. C'est le cas des adjoints administratifs ou des adjoints techniques. Ce sont des concours de catégorie C, donc c'est bien une procédure qui est différente de celle qu'on vient de voir sur les articles 27 et 38. On a également ce qu'on appelle le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'État, ce qu'on appelle le PACT. Donc ce dispositif a été mis en place pour favoriser la diversité sociale et permettre à des personnes sans diplôme d'intégrer la fonction publique. Donc le gouvernement a mis en place ce fameux parcours. Il s'adresse à des personnes jeunes et sans diplôme, de 18 à 28 ans, mais il s'adresse également ce parcours à des demandeurs d'emploi depuis 45 ans, bénéficiaires des minima sociaux ou de l'allocation adulte handicapé par exemple. Il faut savoir que le pacte, c'est un dispositif qui est intéressant dans la mesure où l'agent, mais aussi l'employeur, s'engage. Donc c'est un pacte. Le nom est parfaitement trouvé puisque il s'agit vraiment d'un pacte passé entre la collectivité et l'agent, puisque la collectivité s'engage à fournir un travail avec une rémunération et à l'issue une titularisation de l'agent, mais elle s'engage aussi à lui fournir une formation. L'agent, lui, de son côté, s'engage à suivre cette formation, qui est souvent une formation diplômante ou ce qu'on appelle qualifiante, et à l'issue, la personne est non seulement formée, et en plus, elle est titularisée au sein de la fonction publique. Alors, ces personnes sont souvent orientées par ce qu'on appelle le SPE, le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi, et ainsi de suite. Alors, je vais vous faire un petit focus sur l'apprentissage. Alors, l'apprentissage est également un levier à connaître. Donc, accéder à la fonction publique via l'apprentissage permet de concilier formation et découverte du monde professionnel. Donc, cette formation en alternance dure entre 12 et 48 mois. Ce contrat est accessible aux personnes en situation de handicap à partir de 16 ans et sans limitation d'âge. C'est important et je le précise, il n'y a pas de limitation d'âge pour les personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui ne sont pas titulaires d'une reconnaissance handicapée, qui, elles, peuvent intégrer l'apprentissage à partir de 16 ans, mais qui est limité à 30 ans, et on ne pourra pas aller au-delà. Au sein du Fonds d'insertion des travailleurs handicapés, l'apprentissage est pour nous un levier essentiel. Moi, c'est quelque chose que je valorise et j'incite souvent les employeurs publics à recourir à ce système de recrutement, et j'invite aussi les personnes en situation de handicap à passer par l'apprentissage lorsque le besoin s'en fait sentir, mais parce que c'est un super levier pour intégrer la fonction publique. Ça permet d'être formé. Il faut savoir que nous, le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés, pour justement inciter le recrutement des personnes en situation de handicap via l'apprentissage, on prendra en charge 80% du salaire chargé de l'apprenti.
On va également verser à l'apprenti une aide financière de 1 525 € net, qui n'est pas soumise à cotisation. Cette aide va lui permettre de démarrer son apprentissage dans les meilleures conditions. Ça peut être pour passer son permis de conduire si la personne n'est pas détentrice d'un permis de conduire. Ça peut être pour investir et acheter un ordinateur pour pouvoir suivre sa formation dans les meilleures conditions, et ainsi de suite. Voilà, c'est un coup de pouce au démarrage, on va dire ça comme ça. On va également inciter les employeurs publics à recruter la personne derrière, parce que lui permettre de faire un apprentissage, c'est super, c'est très bien, mais le recruter, c'est encore mieux, et les collectivités qui joueront le jeu et puis qui recruteront la personne se verront verser une prime forfaitaire de 1 600 € pour permettre voilà, d'inciter au recrutement. Il faut savoir que tout ce qui est accompagnement socio-pédagogique des apprentis, que ce soit la prise en charge du coût de formation, des aménagements de poste, des auxiliaires de vie, sont également pris en charge par le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés dans la limite de 10 000 € par an. On a la possibilité aussi, via l'article 27 ou 38 dont nous parlions tout à l'heure, de titulariser l'apprenti. Et il faut savoir aussi que la loi du 6 août 2019, dite loi de transformation de la fonction publique, a mis en place une expérimentation qui dure 5 ans et qui permet à l'employeur public de recruter directement la personne en situation de handicap à l'issue de son apprentissage. Donc ça peut être un très bon levier pour intégrer la fonction publique sans passer le concours. Voilà. Donc quels sont les partenaires régionaux de l'intégration et du maintien en emploi? Alors là, je vais vous parler rapidement de la plateforme régionale d'appui à la gestion des ressources humaines, la PFRH. Donc c'est la PFRH qui a organisé notamment ce salon en faveur de l'emploi. Donc la PFRH, c'est une structure qui est rattachée à la préfecture et qui accompagne les services, mais également les agents pour trouver du travail, pour répondre à leurs questionnements. Elle a un rôle d'appui auprès des services de l'État en région afin de répondre aux besoins locaux en matière de ressources humaines. Elle vise notamment à rapprocher les pratiques et les savoir-faire des 3 versants de la fonction publique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à dire que chaque fonction publique fonctionne de manière indépendante avec des règles qui sont propres, notamment l'hospitalière, puisque c'est vraiment un monde différent de celui qu'on peut connaître dans les autres fonctions publiques. Mais via cette PFRH, on tente, en tout cas, on accompagne les ressources humaines pour harmoniser les pratiques et pour favoriser la mobilité des personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou non d'ailleurs. Elle intervient principalement en matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines de l'État en région. Elle organise les marchés, l'organisation d'un marché public de l'emploi local, l'accompagnement de la mobilité, la mutualisation des offres de formation transverses des acteurs de ressources humaines et ainsi de suite. En ce qui vous concerne, vous aurez plutôt à faire, plutôt qu'à la PFRH directement, vous aurez plutôt à faire au conseiller mobilité carrière au sein de la PFRH. Donc ces conseillers mobilité carrière sont là pour animer et professionnaliser le réseau des différents conseillers régionaux des 3 versants de la fonction publique. Ils sont là aussi pour conseiller les agents tout au long de leur carrière, de la construction de leur parcours professionnel. J'insiste sur cet item-là parce que c'est particulièrement intéressant pour vous, personnes en recherche d'emploi, de prendre attache auprès de ces conseillers mobilité carrière, mais aussi pas que pour les personnes en recherche d'emploi, mais pour des personnes qui sont déjà fonctionnaires ou contractuels au sein de la fonction publique, mais qui souhaiteraient avoir une mobilité ou tout simplement avoir un accompagnement pour une projection sur un avenir professionnel. Et pour les personnes en situation de handicap, la loi de 2019 dont je vous parlais tout à l'heure prévoit que les personnes en situation de handicap doivent bénéficier d'un accompagnement personnalisé plus poussé, en tout cas, que les autres fonctionnaires. Ces fameux conseillers carrière, ils sont là aussi pour accompagner les agents et les services lors de réorganisation. Donc on sait aujourd'hui que les différentes administrations se réorganisent, on demande de plus en plus aux différentes collectivités et malheureusement le contexte économique est contraint, donc on passe par forcément des réorganisations.
Les conseillers, ils sont là aussi pour conseiller les services à leurs demandes en matière de recrutement. Donc, ils sont consultés, hein, les conseillers mobilité carrière, par les services RH de différentes collectivités pour avoir conseil et appui. Et ils sont aussi là pour organiser des forums de l'emploi public, donc permettant aux agents de rencontrer les employeurs publics présents sur leur bassin d'emploi, ce que nous vivons actuellement. Certes, dans un contexte particulier à cause de la pandémie, mais en tout cas, les salons sont quand même maintenus et même sous forme virtuelle, ils ont le mérite d'exister et de permettre aux personnes d'être mises en relation avec les employeurs publics. Et ça, c'est particulièrement honorable de la part de la PFRH. À côté de ça, vous avez les centres de gestion. Alors, les centres de gestion, c'est quelque chose qui est spécifique à la fonction publique territoriale. C'est vraiment dédié à la fonction publique territoriale. Pour faire simple, je vais vous dire que c'est le service juridique et le service des ressources humaines des collectivités de moins de 350 agents. Je m'explique, quand on est une petite collectivité, moi par exemple j'habite une toute petite ville qui s'appelle Chanteau, il y a 1200 habitants, vous pensez bien que ma mairie, elle n'est pas équipée d'un service de ressources humaines comme peut l'être la métropole d'Orléans ou la métropole de Tours par exemple. Mais pour ces collectivités-là, nous avons donc les CDG, les centres de gestion, qui sont là pour les accompagner et qui leur assurent leurs tâches de RH. Il faut savoir qu'il y a un CDG par département. Donc sur notre région, nous avons 6 CDG et qu'au sein de chacun de ces CDG, il y a un correspondant handicap identifié. Il faut savoir que les 6 CDG de la région Centre-Val de Loire sont conventionnés avec le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés. Donc l'avantage d'être conventionné, c'est qu'on travaille main dans la main pour permettre l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et ils ont une réelle plus-value en matière d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il ne faut pas hésiter à les contacter. N'hésitez pas à aller sur leur site internet. Hein, chaque CDG, il suffit de taper CDG 45 pour le Loiret ou CDG Loiret ou 41, 36, 37, peu importe. À partir de leur site internet, vous verrez que vous pouvez voir des publications de vacances de poste ou de création de poste. Et ils sont également affichés dans leurs locaux. En plus des centres de gestion et de la PFRH, vous avez également le réseau Cap Emploi. En France, il y a 107 organismes de placement spécialisés, on les appelle les OPS, plus communément appelés Cap Emploi, qui sont là pour accompagner les personnes en situation de handicap pour intégrer le monde du travail, hein, que ce soit la fonction publique ou le secteur privé, et pour être maintenus en emploi. Les Cap Emploi, c'est un service qui est totalement gratuit et pour les collectivités, et pour les demandeurs d'emploi, et pour les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'y recourir. Ils sont financés par la GFIP, le FIP et Pôle emploi pour partie. Ils sont là pour accueillir les personnes en situation de handicap et les accompagner pour passer les concours, pour rédiger un CV, pour rechercher un emploi. Ils sont vraiment des facilitants des personnes en situation de handicap pour intégrer et pour intégrer le monde du travail. Alors, comment retrouver les offres d'emploi pour intégrer la fonction publique? Ce que j'ai fait est le PowerPoint, hein, vous pourrez le retrouver sur le stand du Fonds d'insertion des travailleurs handicapés. Je ne vais pas vous les lister, mais il faut savoir qu'il existe des sites spécifiques pour retrouver toutes les offres d'emploi. Le plus connu, c'est ce qu'on appelait avant la BIEP, la Bourse interministérielle à l'emploi, qui s'appelle aujourd'hui la Place publique de l'emploi. Ce sont des sites dédiés sur lesquels vous allez retrouver toutes les offres d'emploi de la fonction publique d'État. Vous allez pouvoir retrouver aussi sur les différents sites des ministères. N'hésitez pas, si vous avez un projet de carrière, si vous avez un souhait de métier très spécifique et qui ne concerne que le ministère des Armées, par exemple, vous voulez être militaire, c'est forcément le ministère des Armées, n'hésitez pas à vous connecter à chacun des sites des différents ministères, parce que même si on va les retrouver sur des sites dédiés, on va aussi les retrouver spécifiquement sur leur site internet. Ça peut être aussi sur le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, publie aussi régulièrement des offres d'emploi, les CDG, on l'a dit, et ainsi de suite. La Gazette des communes, qui est une revue spécifique à la fonction publique territoriale, on a aussi pas mal d'offres d'emploi dessus.
Pour la fonction publique hospitalière, pareil, ça va être le ministère de la Santé, les agences sanitaires, l'ARS, ainsi de suite, où vous pouvez retrouver des offres d'emploi. Pareil pour l'Union européenne. N'hésitez pas à vous rendre sur les différents salons de l'emploi public, comme celui-ci. N'hésitez pas aussi à envoyer des candidatures spontanées, pardon, parce que parfois on n'a pas forcément publié un poste, mais on sait qu'on a un besoin, et lorsqu'on reçoit une candidature, eh ben c'est une opportunité qui peut se présenter. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure avec les articles 27 et 38, ça peut être une belle opportunité d'intégrer la fonction publique. J'attire votre attention sur le fait qu'au sein de la fonction publique, on retrouve exactement les mêmes métiers que dans le privé, hein. On a vraiment tout type de métier et dans tout corps de travail, que ce soit dans la fonction publique hospitalière, territoriale ou d'État. N'hésitez pas à candidater de manière spontanée et à vous rendre sur les différents sites internet. Moi, j'en ai fini sur cette présentation que j'ai voulu assez courte pour qu'elle soit le plus claire possible. Si vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Salwa, nous avons quelques questions des personnes présentes à cette conférence. Je suis agent titulaire de la fonction publique territoriale suite à une pathologie. Je ne peux plus exercer mon poste actuel tant qu'agent de collège. Mon souhait, c'est de faire une formation dans la gestion administrative. En tant qu'agent donc reconnu RQTH, je peux bénéficier d'une formation en alternance. Est-ce possible de faire ce type de formation dans la fonction publique territoriale? Est-ce qu'il y a un accompagnement à l'apprentissage et Alors donc, Madame Formon, effectivement, vous êtes déjà titulaire de la fonction publique territoriale. Vous souhaitez bénéficier d'une formation. Il y a plusieurs types de formations possibles dans votre cas. Donc, soit effectivement via un apprentissage, donc ce que vous appelez vous alternance, mais bon. J'en vois pas forcément l'utilité dans votre cas. Moi, dans votre cas, je me dirigerai plutôt vers mon service de ressources humaines et je demanderai à être en contact avec le Fonds d'insertion des travailleurs handicapés pour bénéficier dans un premier temps d'un bilan de compétences pour voir effectivement ce que vous avez pu capitaliser sur vos expériences en tant qu'agent des collèges et sur vos diplômes, et voir si effectivement votre souhait de travailler en tant qu'adjoint administratif en comptabilité ou autre est réalisable. Et suite à ça, vous pourrez bénéficier effectivement d'une formation qui pourrait être prise en charge par votre employeur à hauteur de 80% avec des aides du Fonds d'insertion des travailleurs handicapés, et vous reconvertir de la sorte. Après, il existe aussi une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la PPR, la période préparatoire au reclassement. Donc là, il faut que votre collectivité, avec vos services RH, avec votre collectivité collège, donc vous devez dépendre du conseil départemental, donc avec le conseil départemental dont vous dépendez, vous rapprocher et puis mettre en place ce qu'on appelle donc la PPR, la période préparatoire au reclassement. Et là, ça consiste à ce que votre employeur soit informé de votre souhait de mobilité, en tout cas professionnelle, puisque votre état de santé ne vous permet plus malheureusement d'exercer vos tâches actuelles, et votre employeur va vous accompagner pour trouver un stage qui peut durer plusieurs mois au sein d'une autre collectivité dans le domaine de compétences que vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez exercer. Et à l'issue de cette période, vous allez pouvoir vous rendre compte si vous avez effectivement l'appétence, les compétences pour exercer ce type de métier, et à l'issue, vous pourrez éventuellement intégrer cette nouvelle collectivité. Mais rien n'en est bloquant dans votre situation. Je vous invite effectivement à vous rapprocher de votre service de ressources humaines. Une autre question, j'aimerais avoir quelques renseignements sur la promotion dérogatoire au titre du handicap, et notamment sur les conditions d'accès. Est-il possible pour un professeur des écoles classes normales de passer en hors classe par ce biais? Alors, Madame Berruet, donc ce que vous appelez la promotion dérogatoire, il faut savoir que c'est pas aussi simple que ça. Donc, la loi du 6 août 2019 permet aujourd'hui aux personnes en situation de handicap, et uniquement aux personnes en situation de handicap, donc titulaires, comme on l'a vu précédemment, d'une RQTH, d'une allocation adulte handicapé, d'une pension ou autre, de pouvoir être promu sur un poste immédiatement supérieur à la condition, et je dis bien à la condition, que son maintien en emploi soit menacé. Vous, dans votre cas, vous êtes professeur certifié et vous souhaitez passer hors classe. Dans l'absolu,
c'est pas votre handicap n'influe pas. Aujourd'hui, être en situation de handicap ne permet pas d'avoir un passe-droit. Le hors-classe, c'est quelque chose qui s'obtient à l'ancienneté et au mérite, et le handicap ne rentre pas du tout en ligne de question, parce que quand vous êtes professeur certifié, c'est 18 heures, et si vous êtes hors classe, ça reste 18 heures de cours. Ça ne change absolument rien en allègement par rapport à votre handicap. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me relancer. À la fin du support, il y a mon adresse mail professionnelle. Vous pourrez y avoir accès et puis vous pourrez me contacter si d'aventure vous souhaitez approfondir les réponses que je vous donne là. Une autre question. Bonjour. En attente de validation de mon 3e renouvellement concernant la validation de ma RQTH, est-ce que la RH de la fonction publique accepte la demande de handicap, même si cela n'est pas encore reconnu officiellement par la commission de la MDPH? Alors, Monsieur Dang, effectivement, votre question est pertinente dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent. Donc là, vous en êtes à votre 3e renouvellement. Tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse. Il faut savoir que la loi de septembre 2018 a élargi, comment dire, les études des RQTH. Avant, on avait surtout des RQTH pour 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, vous allez voir, quand vous allez recevoir votre RQTH, en fonction de votre pathologie, vous allez pouvoir avoir une RQTH à vie, donc jusqu'à 2099 aujourd'hui, puisque le logiciel ne leur permet pas d'aller au-delà. Vous pourrez avoir aussi ce qui va permettre, par exemple, à des personnes malheureusement atteintes d'un cancer et qui ont besoin d'une année et demie pour pouvoir se reconstruire, d'avoir une RQTH d'1 an. Donc là, vous, dans votre cas, vous avez déposé votre dossier. Lorsque vous avez déposé votre dossier de renouvellement, ce qui est très important, c'est que vous avez reçu un récépissé, donc une preuve comme quoi vous avez déposé votre renouvellement. Donc souvent, la MDPH, sous 15 jours, 3 semaines, une fois que vous avez déposé votre courrier, vous envoie un courrier vous indiquant que vous avez déposé une demande de renouvellement et que vos droits vont être étudiés. Ce fameux récépissé vous permet de bénéficier déjà des aides du FIPHFP et d'être accompagné, donc du coup, vos RH vont pouvoir le prendre en compte. Et en plus, dans le cadre d'un renouvellement, c'est très rare qu'un renouvellement ne soit pas accordé. Une question de Liliane. Je suis en reconversion. J'étais responsable de boutique de fleurs. J'ai arrêté pour la médecine, donc par la médecine du travail. Je suis MDPH depuis 4 ans. Elle a fait un bilan de compétences, suivi de prestations, et en 2020, a fait une formation de secrétaire comptable niveau 4. On appelle le titre. Et recherche actuellement un poste en tant qu'agent administratif et d'accueil. Elle aurait voulu savoir si elle a droit à une autre formation pour finaliser sa formation auquel elle n'a pas encore. Alors, Madame Simba, ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir le département dans lequel vous habitiez, tout simplement parce que votre question, elle est intéressante. Elle me fait penser à une formation qui est spécifique, qui s'appelle la formation de secrétaire de mairie. Alors attention, secrétaire de mairie, c'est un terme qui est un peu désuet. On a tendance à penser que c'est un poste de secrétariat. Non, c'est un poste plutôt niveau bac plus 2. Hein. Donc la secrétaire de mairie, c'est vraiment le bras droit du maire. C'est pour les petites collectivités et elle va accompagner le maire et les élus dans le cadre, dans tout ce qui est comptabilité de la collectivité, dans tout ce qui est marché et ainsi de suite, qui peut tout ce qui est vie, hein, vie économique et financière de la collectivité. Certains CDG, le CDG 37 pour sûr, le CDG 45 il me semble, et le CDG 36 ont mis en place une formation secrétaire de mairie avec des places dédiées spécifiques aux personnes en situation de handicap. Je vous invite alors soit à m'envoyer un mail pour plus d'informations, soit à prendre contact avec les centres de gestion. Et là, ça pourrait être un biais intéressant pour vous d'intégrer la fonction publique via l'article 27, la fonction publique territoriale, tout en étant fonctionnalisé derrière. Parce que vous venez du milieu privé et c'est le seul moyen que je vois dans votre cas, pour qu'en tout cas pour que le fonds d'insertion des travailleurs handicapés intervienne. Merci Salwa pour cette réponse. Une autre question. Est-ce qu'on a aussi le droit à cette formation en alternance à l'éducation nationale, par exemple, pour devenir institutrice spécialisée? En tant que contractuelle, on m'a dit que je n'avais pas le droit à aucune formation. Alors, votre question, elle est un peu floue pour être honnête avec vous, Madame Aubeux. Donc, si je comprends bien, vous êtes contractuelle de l'Éducation nationale, probablement en tant qu'institutrice. Vous souhaitez être institutrice
titularisé et vous souhaiteriez bénéficier d'une alternance. Alors nous, dans la fonction publique, on ne parle pas d'alternance, hein, on parle vraiment d'apprentissage, alternance, contrat de professionnalisation, c'est vraiment des termes que vous allez retrouver dans le privé. Alors dans votre cas, je vous invite à prendre attache avec la correspondante handicap du rectorat qui pourra éventuellement vous répondre, mais comme ça de prime abord, je ne pense pas qu'il existe un contrat d'apprentissage spécifique pour institutrices spécialisées dans la mesure où aujourd'hui les instituteurs spécialisés, on va plutôt les retrouver dans les écoles dites Montessori ou ce genre de choses qui relèvent donc du secteur privé et pas forcément de la fonction publique. Mais n'hésitez pas à me recontacter pour avoir les coordonnées de la correspondante handicap du rectorat. Et pour compléter la question de Madame Aubeux, est-ce qu'il y a des conseillers mobilité dans l'éducation nationale? À quel service faut-il s'adresser? Effectivement, donc il s'agit de Madame Nallet, Alexandra Nallet, au rectorat d'Orléans. Donc vous pouvez retrouver ses coordonnées sur Internet. Sinon, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. Je vous communiquerai les coordonnées de cette personne. Une question, nous avons peut-être encore un peu de temps, oui. Alors, bonjour, je souffre donc d'acouphènes avec des phases d'hyperacousie. Je suis prof et le bruit est parfois insupportable. Comment faire reconnaître mon handicap? Alors, la reconnaissance du handicap, elle marche de la même manière pour toutes les personnes, quel que soit le type de difficulté que vous allez rencontrer. Donc, monsieur, hein, c'est ça? Non, madame, pardon. Madame, je vous invite dans un premier temps à aller voir votre médecin, à aller voir un médecin spécialisé, hein, donc un ORL dans votre cas, lui expliquer votre pathologie. Compte tenu du métier que vous exercez, il est logique qu'effectivement, souffrant d'hyperacousie ou d'acouphènes, le contact avec des élèves, des classes, des récréations qui peuvent être très bruyantes, c'est une situation handicapante pour vous. Donc là, votre médecin personnel, ça peut être aussi le médecin du travail, hein, ça pose pas de souci, vous pouvez vous faire aussi accompagner par le médecin du travail rattaché à votre établissement, va vous faire remplir ce qu'on appelle un dossier MDPH. Donc vous allez sur la MDPH du département où vous habitez, j'insiste bien, la MDPH du département où vous habitez, vous allez télécharger le formulaire de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Vous verrez, c'est un formulaire qui fait facile une quarantaine de pages. Vous en avez une bonne vingtaine à répondre vous, à compléter vous-même. Et vous avez une dizaine de pages que vous devez faire remplir par un médecin spécialisé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'ORL. Les médecins généralistes, c'est plutôt déconseillé parce qu'en fait, le médecin généraliste, comme l'indique son titre, c'est un médecin qui est généralisé. Et souvent, le handicap touche une partie spécifique du corps. Ça peut être l'ophtalmo pour les yeux, ça peut être l'ORL pour les oreilles, ça peut être le rhumatologue pour le dos, le cardiologue pour le cœur et ainsi de suite. Et là, vous allez voir un médecin spécialisé et c'est souvent là où c'est le plus long, c'est d'avoir des rendez-vous. Et le médecin spécialisé va vous remplir cette partie-là. Une fois que vous avez complété ce dossier, vous allez l'envoyer en recommandé avec accusé de réception. J'insiste sur le recommandé avec accusé de réception parce que juridiquement, c'est la preuve qui vous permettra de faire courir un délai légal de recours si d'aventure le dossier était perdu ou quoi ou qu'est-ce. Vous pouvez également le déposer en main propre. Si vous le déposez en main propre, ne partez pas de la MDPH sans avoir eu le fameux récépissé dont on parlait tout à l'heure pour la question précédente. Après ce dossier-là, il faut être patient. Les délais sont de 6 mois à 8 mois pour une première demande, de 3 mois pour un renouvellement d'RQTH. Votre dossier va être étudié en commission. Il va passer devant des médecins spécialisés qui vont étudier ce que vous avez écrit, ce que le spécialiste, donc l'ORL, aura écrit dans votre cas, et ils vont vous attribuer une RQTH de 2, 3, 4, 5 ans, voire à vie. Mais les RQTH sont très peu refusés, hein, c'est vraiment très rare. Il faut savoir que si c'était refusé, vous êtes en droit de formuler ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Merci Salva. Une autre question, est-ce possible pour quelqu'un en ASA de bénéficier d'une formation à distance en autorisation spéciale d'absence? Oui. Alors,
Et là, pareil, alors le problème de ce type de questions, c'est que c'est toujours délicat de répondre parce que j'ai pas beaucoup d'éléments. Alors, en autorisation d'absence, c'est parce que votre métier actuel ne vous permet pas d'exercer vos fonctions en télétravail. Juridiquement, rien n'empêche à ce que vous bénéficiez d'une formation. Je vous invite quand même d'être toujours au clair avec votre employeur pour éviter qu'il puisse y avoir des tensions futures. Et à mon sens, j'ai été DRH dans une autre vie, je trouve ça intéressant et pertinent d'associer son conseiller ressources humaines parce que ce sont souvent des personnes qui sont là pour faciliter l'évolution de carrière et puis pour essayer de vous accompagner pour trouver des solutions à vos problèmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale, même en arrêt maladie, si votre état de santé n'est pas incompatible avec une formation, vous pouvez suivre une formation à distance ou pas d'ailleurs, diplômante. Ce n'est pas encore le cas pour la fonction publique hospitalière parce qu'à cause du Covid, malheureusement, la priorité elle est ailleurs aujourd'hui pour la fonction publique hospitalière, mais c'est un texte, c'est un décret qui devrait sortir prochainement. Donc, en soi, oui. Après, tout dépend du type et de la nature de formation que vous souhaitez suivre, madame. On va profiter d'une dernière situation, j'ai plus de questions. Donc, j'ai une reconnaissance depuis 14 ans, une RQTH depuis 14 ans. J'ai un master en informatique. Attendez, je suis le flow. Travaille comme consultant en SSI. Enfin, il a travaillé en consultant en SSI pendant 7 ans. À l'issue, il a fait une reconversion dans la comptabilité et obtenu un niveau 4 de comptabilité. J'ai travaillé 6 mois donc à IME en 2020. Je souhaite entrer dans la fonction publique, mais je ne connais pas de démarche. Concours, sans concours. Alors, je ne sais pas. Tao, c'est plutôt un prénom de fille. Voilà. Je ne sais pas, Madame Garcia, si vous avez suivi la conférence qui a précédé. Donc, vous avez deux types de recrutement. Effectivement, vous avez une RQTH. Donc, après, tout dépend de la nature de votre handicap. Pour les personnes en situation de handicap, j'ai envie de dire que c'est plus facile d'entrer dans la fonction publique dans la mesure où plusieurs hypothèses s'offrent à vous. Donc, soit le concours, soit vous souhaitez passer le concours et ça vous appartient. Hein. Moi, je n'ai pas de jugement à porter. Les deux types de recrutement sont possibles. Soit vous passez le concours, vous l'obtenez et c'est très bien. Soit vous postulez directement, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à travers l'article 27 ou 38 en fonction de la fonction publique sur laquelle vous souhaitez postuler. Et ces deux articles-là vous dispensent du concours. Donc là, vous disposez de diplômes, donc s'il existe un poste, tout à fait, vous pouvez postuler et être recruté dans la fonction publique sans passer le concours, à condition d'avoir les compétences et qu'il existe un poste disponible. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Moi, je ne vois pas d'autres questions au niveau du chat, sauf si, Salwa, tu souhaites laisser ton adresse mail dans ce chat aussi. Oui, il est préférable de récupérer sur le site, sur ton stand. En fait, si vous... Alors, attendez, hop, je récupère la petite souris. Tac. Donc, vous voyez... Vous allez avoir, c'est dans la présentation qui est disponible sur le stand du FIPHFP. Vous avez donc les coordonnées de Madame Philibert qui sont en page 29 de sa présentation. Donc, à l'issue de la présentation téléchargeable sur son stand, vous allez pouvoir récupérer ces coordonnées. Alors, est-ce que je peux être accompagnée pour préparer des concours? Une dernière question. Alors, pour préparer des concours, est-ce que vous pouvez être accompagné? Non. En fait, si vous voulez que ce soit l'AGFIP ou le FIP, hein, dans le privé ou dans le public, ce sont tous les deux des fonds qui sont à destination des employeurs privés ou publics, en fait. Là, vous êtes un particulier qui souhaitait faire une démarche, celle de passer le concours. C'est tout à votre honneur. Mais par contre, non, il n'y aura pas d'accompagnement. Il existe par contre auprès des centres de gestion des annales, des supports, parfois même des formations de préparation au concours, aussi auprès du CNFPT pour la fonction publique territoriale,
peut-être l'ANFH, l'Agence nationale de la fonction publique hospitalière. Peut-être que tous ces organismes de formation proposent des formations de préparation de concours, mais ils seront à vos frais malheureusement. D'autres questions peut-être? Et effectivement, n'hésitez pas à contacter les conseillers mobilité carrière, hein, je vous en avais parlé tout à l'heure, sur ce stand, alors pas sur mon stand FIPHFP, mais sur ce salon, pardon, ils sont présents. Vous pouvez les interpeller, les solliciter, puis éventuellement, pourquoi pas envoyer votre CV et demander à être contacté pour avoir un temps d'échange avec eux. Je pense que ça peut être une très belle alternative et je remercie ma modératrice de m'y avoir fait penser. Un travail d'équipe. Exactement. Si vous n'avez pas d'autres questions, peut-être. Bah écoutez, moi je vous remercie de l'écoute que vous m'avez accordée, puis je tiens à préciser que ça a été une écoute très silencieuse, donc c'était parfait. Mais bon, donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me contacter. Alors même si je n'ai pas compétence sur votre problème entre guillemets, je pourrais éventuellement vous orienter. Je vois qu'il y a une autre question pour un agent de catégorie C, pour un poste de catégorie B, c'est obligé de passer un concours. Alors, si vous êtes une personne de catégorie C qui est titulaire d'une RQTH ou en tout cas d'une reconnaissance de travailleur handicapé, celle qu'on a pu entendre et voir tout à l'heure lors de la présentation, vous avez la possibilité aujourd'hui, grâce à la loi du 6 août 2019, la loi dite de transformation de la fonction publique, d'être promu. Alors j'emploie le terme promu, mais c'est pas une vraie promotion, mais en tout cas d'être employé sur un poste de catégorie B ou d'un poste de catégorie A si vous étiez B, à la condition que ça soit la seule solution pour vous maintenir en emploi. Si vous détenez les compétences, attention, hein, par contre, j'attire fortement votre attention là-dessus, Madame Formon, il faut vraiment que vous ayez les compétences. Je dis n'importe quoi, aujourd'hui vous avez un emploi de catégorie C, vous aviez déjà par le passé un bac, ou vous aviez déjà, en tout cas sur vos fonctions de catégorie C, capitalisé l'équivalent d'une validation des acquis de l'expérience à un niveau bac et vous avez les conditions pour travailler comme rédacteur, comme secrétaire de mairie ou que sais-je sur un poste de catégorie B et que c'est ce qui va permettre de vous maintenir en emploi, votre employeur devra étudier votre candidature. Il ne pourra pas l'écarter au motif que vous êtes de catégorie C. Et ça, c'est vraiment une forte innovation de la loi du 6 août 2019. Merci Salwa pour ces échanges très constructifs et instructifs. Une question qui arrive, comment se déroule cette promotion dérogatoire? Les conditions d'accès sont peu claires. On revient sur... Alors, je pense que vous parlez de la promotion dérogatoire qui est spécifique à l'éducation nationale. Là, pareil, je vous invite à m'envoyer un mail. Moi, je vous mettrai en contact avec la correspondante handicap du rectorat qui pourra peut-être plus vous renseigner. Moi, la dérogation, en tout cas la promotion dont je parlais tout à l'heure, à l'instant à Madame Formon, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est sorti, je vous dis, le 6 août 2019. On a eu les décrets d'application courant 2020 de mémoire, et de ce que en disent les décrets d'application, c'est déjà il faut que l'emploi soit menacé, il faut avoir les compétences donc on va dire intellectuelles, savoir-être, savoir-faire pour exercer ce poste-là. Donc avoir c'est comme une reconnaissance des acquis d'expérience professionnelle, j'ai envie de dire, et c'est à ce titre-là que ça sera étudié. Vous êtes vraiment sur une promotion dérogatoire, et la promotion dérogatoire, elle doit être spécifique à l'éducation nationale. C'est pour ça que je vais pas m'aventurer plus que ça dans la réponse que je peux vous formuler. Moi, de ce que j'en sais de l'éducation nationale, le hasard fait que mon conjoint est enseignant, donc je connais un petit peu l'éducation nationale et je travaille régulièrement avec eux pour des personnes en situation de handicap. Vous, la promotion dont vous parlez, c'est vraiment une promotion qui est liée à l'ancienneté, à vos notations, donc c'est vraiment de la promotion, donc c'est comme passer de professeur certifié à professeur agrégé à professeur hors classe derrière. Et bon, tout ça, voilà, c'est vraiment une question de notation, de compétences, d'appréciation de votre proviseur ou de votre principal en fonction du niveau dans lequel vous enseignez et de l'avis du recteur.
et souvent il y a les syndicats qui sont dans la boucle, qui appuient aussi les candidatures. Soit prendre contact avec le rectorat, donc je peux vous communiquer les coordonnées en message privé de la personne qui se charge de ça, soit prendre attache avec vos partenaires sociaux, donc avec les syndicats au sein de l'éducation nationale. Je sais qu'ils sont particulièrement actifs en période, enfin en tout cas notamment sur la question des promotions internes. Merci Salwa. Et je t'en prie. Pas d'autres questions? A priori, non. J'ai fait le tour de toutes vos questions. On a noté. Je vous invite vraiment à aller sur le stand du FIPHFP pour laisser vos coordonnées, pour laisser d'autres questions éventuellement, afin que Salwa puisse vous recontacter et répondre plus précisément, encore plus parce que ça a été déjà très très précis, à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas non plus à aller sur les stands des entretiens conseillers mobilité carrière, hein. C'est vraiment un point important. Vous avez aussi d'autres partenaires qui sont présents pour vous accompagner et on vous invite à profiter de ce salon, à échanger et à aussi aller consulter les offres d'emploi et aller partager vos expériences, donner vos CV au niveau des stands exposants. Voilà, nous vous remercions pour cette conférence et merci à vous tous. À très bientôt. Merci de votre présence. Allez, bon salon et puis n'hésitez pas à nous contacter autant que de besoin. Au revoir.